Bah, quand tu veux. Hop, du coup, je vais récupérer ça. Bismillah, alhamdoulilah. Donc, en mon nom personnel et au nom de la Fédération de basketball et au nom de tous nos amis arbitres et jeunes arbitres, donc, encore une fois, on a le plaisir d'accueillir notre ami Johan pour une deuxième session. Donc, on remercie d'avance de nous avoir répondu favorablement à notre demande, M. Johan. Donc, on vous souhaite la bienvenue en mon nom personnel, comme je l'ai dit, en nom de tous les arbitres. Donc, pour partager avec nous une séance, un thème qui est très important aussi, c'est l'arbitre sous pression, c'est-à-dire comment qu'un arbitre doit gérer la pression pendant une rencontre, soit avant, pendant et après. Et aussi comment on doit gérer une pression après avoir commis des erreurs, etc. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant pour nos amis arbitres. Donc, j'espère que tout le monde est là et tout le monde sera concentré. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien présenter M. Han. Dans ce cas, qui est M. Han? Très bien. Mon écran est partagé? Pas encore. Il y a marqué que tu as commencé le partage d'écran. Maintenant, on le voit. Très bien. Voilà. Donc, qui est Johan Rousseau? Donc, données personnelles, nationalité française, notre ami de la France, né le 3-6 1981, encore très jeune, il va encore donner beaucoup à l'arbitrage. Pour le contacter, si vous avez des questions ou bien des préoccupations en matière de règlement au cours, donc vous n'hésitez pas à lui écrire et je suis sûr qu'il est là pour répondre. Dans ce cas, c'est Rousseau Johan, gmail.com. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions futures ou là, donc il est à votre disposition. Alors, Rousseau Johan et l'arbitrage. Alors, niveau local, France, donc a commencé l'arbitrage à l'âge de 11 ans. C'est comme Sfensi Youssef. Lui aussi a commencé très tôt. Arbitre de la première division française depuis 2011, donc déjà une très grande expérience. Niveau international, donc arbitre international FIBA depuis 2015 à ce jour. Donc il est toujours en activité de la EBARC. Donc, son palmarès, un petit résumé de son palmarès. Donc, il a arbitré les championnats d'Europe féminin et masculin en 2017, championnat du monde U19 en 2017 aussi, la Coupe du monde féminin, c'est les seniors en 2018, championnat du monde U19 en 2019 et la Coupe du monde, dernière Coupe du monde qui s'est déroulée en Chine en 2019. Et comme vous le savez, l'arbitre est la finale de cette Coupe du monde, c'est-à-dire que pour arriver à arbitrer une finale Coupe du monde, donc, il a atteint un arbitrage de niveau très élevé. Et aussi finale championnat à la Champions League européenne en 2019 et 2020. Et aussi, il est nommé ou bien désigné pour les prochains Jeux olympiques, Inch'Allah. Concernant, il y a aussi un instructeur FIBA, un jeune instructeur, donc en 2019. Je pense que c'est la même année au Côte d'Ivoire, c'est en même temps. Voilà, avec donc, toutes les références. Exactement, donc il est instructeur FIBA. Donc ça, c'est que vous avez on a aujourd'hui quand même un pilier de l'arbitrage. Donc, Johan, donc, go ahead, à vous la parole et bon courage et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup déjà de m'avoir invité à partager avec vous un moment et puis parler d'arbitrage. C'est toujours un plaisir. Kamal, tu m'as demandé de reparler un petit peu de la présentation que j'avais faite pour Sébastien sur Never Stop Learning. Donc, on va parler de l'arbitrage sous pression et de tout un petit peu de ses facettes. Je vais commencer par vous questionner un petit peu et j'aimerais bien pour ça que dans le chat, vous répondez aux questions suivantes. D'où peuvent venir les pressions? Donc, qui peuvent mettre la pression sur l'arbitre et qu'est-ce qui peut mettre la pression sur l'arbitre? Et comment ça se manifeste chez l'arbitre? Qu'est-ce que l'arbitre ressent? Donc, n'hésitez pas dans la boîte là pour discuter, pour converser, à marquer un petit peu. Donc, il y a Cilia qui nous parle du coach, qui peut être une origine, l'enjeu du match, les joueurs, bien sûr. Alors, par contre, si vous écrivez avec les lettres, l'alphabet arabe, moi, je pourrais pas lire, malheureusement. Le public, bien sûr.
Les coachs, les joueurs, le public, bien sûr, ça c'est des éléments. Et comment ça peut la notation du match, effectivement, c'est important, les dirigeants, le score serré, un match important. Comment ça se manifeste généralement chez l'arbitre? Qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, ça peut se voir dans la gestuelle. Vittorio, il nous dit qu'il n'est pas au top. Ça peut être une montée d'adrénaline, exactement. Ça peut être un petit peu le cœur qui bat un petit peu plus vite, ne pas être bien, ne pas réfléchir correctement. Effectivement. N'hésitez pas s'il y a encore un commentaire ou deux. Avant les potentielles erreurs, ouais, ça c'est important. Des décisions prises un petit peu trop rapidement peut-être. Le rendement, effectivement. Ne plus être concentré, des retards sur des coups de sifflet ou des incertitudes. Perdre la concentration, effectivement. La mauvaise préparation de l'arbitre. Effectivement, ça peut jouer. Ok, je vais fermer la... Perdre la confiance, ça peut se manifester sur l'arbitre. Super, merci beaucoup pour ces réponses que vous avez pu partager. Il y en a beaucoup qu'on a retrouvées en commun, puisque moi j'avais identifié bien sûr les pressions, les joueurs, enfin les personnes qui pouvaient mettre la pression sur l'arbitre. Ce sont bien sûr les joueurs, les coachs, le public et l'observateur. Ça, ce sont des éléments qui sont présents à tous les matchs, sauf en ce moment, puisque malheureusement, le public n'est plus là quand on a la chance de pouvoir jouer les matchs. On en parlait tout à l'heure, malheureusement, pour le moment, certains championnats sont à l'arrêt et il faudra se tenir prêt quand ça reprendra. Les pressions internes, c'est-à-dire que l'arbitre se met dessus, c'est l'envie de performer, l'envie d'avoir une bonne note, l'envie de prendre des bonnes décisions, l'envie de bien faire. Et des fois, quand on a envie de trop bien faire, on pense aux conséquences, on pense au classement, on pense à l'observateur, à la notation, comme on a pu lire tout à l'heure, et qui nous amène de la nervosité et du stress. La gestion de l'erreur aussi sont des pressions internes, c'est-à-dire que l'arbitre, il faut accepter que en tant qu'arbitre, sur le terrain, on va faire des erreurs. C'est obligé, on a trop de décisions à prendre pendant un match pour faire un sans faute. Ça peut arriver, mais c'est très, 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 très rare. C'est quasiment impossible. Il y aura toujours une petite erreur ou deux par-ci, par-là. Le mieux, c'est que l'erreur n'arrive pas dans les 5 dernières minutes, puisque c'est souvent, quand on regarde un film, on se souvient souvent de la fin du film. Et donc, quand on regarde un match, c'est un petit peu pareil, on a plus de facilité à se souvenir de la fin du match. Et donc, c'est cette période-là qu'on appelle un peu le money time, où il faut être performant, et c'est là où il faut éviter, on va dire, les erreurs. Au début, on va dire qu'une erreur a moins d'impact sur la rencontre, mais en tout cas, il faut pouvoir l'accepter. D'après vous, et là c'est la deuxième fois où je vais vous demander d'écrire des choses dans le chat, quels sont les objectifs des différentes personnes qui sont citées? Donc, quel est l'objectif des joueurs, des coachs, du public, de l'observateur? Donc, l'observateur, c'est celui qui est là pour observer la rencontre et qui est là pour vous noter, et de la hiérarchie, donc de la fédération, on va dire, de la commission des arbitres. Donc, dans le chat, pareil, vous écrivez joueur et puis l'objectif à côté, ou coach et l'objectif à côté, de façon un petit peu à voir ce que vous pensez et quels sont les objectifs selon vous, selon les personnes, parce que ce sont des objectifs qui sont différents. Donc, j'attends vos commentaires dans le chat, dans la partie converser, où vous avez pu écrire vos réponses précédemment. N'hésitez pas donc à écrire quel est l'objectif d'un joueur, quel est l'objectif d'un coach, quel est l'objectif du public lorsqu'il vient voir le match, quel est l'objectif d'un observateur
et quel est l'objectif donc de la hiérarchie, donc par exemple de Kamal qui vient vous voir sur un match. Alors, les joueurs et les coachs, Oumar nous dit qu'effectivement, et le public, c'est de gagner. Alors, comme le public ne joue pas, il n'a pas pour objectif de gagner, mais peut-être de voir son équipe gagner. Les joueurs et les coachs, c'est gagner la rencontre, effectivement. Le public, c'est passer un bon moment en famille ou supporter et faire en sorte que son équipe gagne. L'objectif d'un coach, le mauvais jugement d'un arbitre, je ne sais pas si on peut, si ça peut être l'objectif d'un coach, le mauvais jugement d'un arbitre. Parce que c'est pas forcément qu'il soit mauvais, mais c'est plutôt d'avoir un jugement de l'arbitre en sa faveur, je dirais, pour reprendre les propos de Mebarka. L'observateur, c'est guider l'arbitre et corriger ses erreurs, bien sûr, effectivement. L'observateur, c'est d'évaluer. Les joueurs, bien sûr, ils sont là pour performer, surtout à haut niveau, de façon personnelle. Effectivement, ils sont là pour faire des statistiques. Et du coup, ça joue aussi sur les relations avec les arbitres. Puisque lorsqu'il y a faute dessus ou sur eux, ça leur apporte des statistiques. Il faut en être conscient. Donc voilà, pour reprendre un petit peu ce que vous avez écrit dans le chat, pour moi, il faut réfléchir aux objectifs de chacun. Ce qui est important, c'est que pour les joueurs et les coachs, leur objectif, il est clair, c'est gagner. Et gagner, comment dire, avec tous les moyens possibles. Et s'il faut influer un petit peu sur l'arbitrage, s'il faut mettre la pression, etc., ils ne vont pas hésiter à le faire. Le public a plus un rôle d'influenceur où ils vont essayer eux, ils sont, comment dire, ils veulent voir leur équipe gagner. Ils n'ont qu'une envie, c'est de voir les gens qu'ils supportent arriver à la victoire. Et pour ça, ils vont mettre de l'ambiance, ils vont essayer de déstabiliser les arbitres, ils vont peut-être crier, huer, faire du bruit lorsque les décisions sont à l'encontre de leur équipe. La décision est peut-être juste, mais comme elle va pénaliser leur équipe qu'ils soutiennent, eh ben, ils seront peut-être mécontents ou en tout cas, ils vont essayer de faire douter l'arbitre. Donc, ces trois protagonistes, ces trois entités qui ont un avis très subjectif. Les joueurs, les coachs et le public, dans leur comportement, ont une envie, c'est que leur équipe gagne. Et ça, il faut l'avoir en tête dans les relations qu'on a avec eux. Il faut être prêt dans les relations à gérer ce genre de situation et ce genre de relations. Ça veut dire que même lorsque les décisions sont bonnes, ils peuvent tenter de nous déstabiliser ou tenter de nous faire croire qu'on a tort. Et du coup, il faut le savoir quand même, il faut en être conscient. Alors que l'observateur et la hiérarchie sont plus objectifs. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est plutôt que la rencontre se passe bien, que vous performiez. C'est mieux pour la hiérarchie ou pour les observateurs que le match se passe bien et que les arbitres soient performants. Donc, il faut se mettre moins de pression, on va dire, par rapport à la notation et par rapport aux avis de la hiérarchie. Voilà, les joueurs et les coachs, comme je disais, c'est plus subjectif. Ils sont partials, c'est-à-dire qu'ils sont pour une équipe. Ils ne sont pas, on va dire, objectifs comme les arbitres peuvent l'être, comme les hiérarchies peuvent l'être, comme les observateurs peuvent l'être, dans lequel on doit avoir une certaine neutralité et impartialité. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas se sentir visé en tant que personne. C'est la fonction qui est visée. Lorsque les gens critiquent, lorsque les gens huent, lorsque les gens font du bruit, lorsqu'ils essayent de nous intimider, c'est l'arbitre en général qui est visé. Et ça pourrait être n'importe qui sur le match. Ils auraient certainement le même comportement ou un comportement quasi similaire. Ça pourrait être bien sûr un tout petit peu différent, mais
Ils tenteront quand même d'influencer et d'essayer de jouer sur la prochaine décision de l'arbitre et d'essayer de le déstabiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut prendre du recul et ne pas se sentir attaqué personnellement pour ne pas être dans l'émotion. Ce qui est important pour l'arbitre, la performance de l'arbitre, l'objectif de l'arbitre, c'est de prendre les bonnes décisions. Il est important pour cela d'être placé au bon endroit afin d'avoir un angle ouvert sur l'action. En anglais, il parle de open angle et il est important du coup de pouvoir voir le défenseur et de sélectionner le bon défenseur. Être arrêté aussi pour juger confortablement est une clé essentielle pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et il faut aussi, bien sûr, connaître le basket pour pouvoir regarder au bon endroit et au bon moment. Dans la gestion, on va dire, pour performer sur un terrain, il y a bien sûr la prise de décision qui est très importante parce que la prise de décision, plus vous êtes juste et plus vous réduisez les chances de réaction émotionnelle de la part des joueurs, des coachs ou du public. Plus vous êtes juste et ça va réduire, on va dire, les sortes de conflits. Il est important aussi dans la performance de l'arbitre de prendre en compte la communication. Communiquer efficacement avec les différents acteurs est une clé pour contrôler la rencontre. Et souvent, le problème, c'est que sous pression, l'arbitre se défend uniquement par la menace. Il se défend par le fait de menacer les différents acteurs de la prochaine fois, ça sera faute technique et derrière, ça sera faute disqualifiante, etc. Il est important aussi de communiquer efficacement. Souvent, quand les joueurs et les coachs réagissent, c'est qu'ils n'ont pas compris les choses. Et il est important pour un arbitre d'être capable de communiquer, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi on a pris la décision et où est-ce qu'on a vu le point de contact. Souvent, il y a le point de contact, c'est-à-dire l'endroit où le défenseur a créé un contact sur l'attaquant. Et l'influence qu'a eu ce contact est très important pour justifier le fait qu'on ait mis un coup de sifflet. Et très honnêtement, avec les joueurs ou les coachs, des fois, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. On n'est pas obligé d'aller au conflit et qu'ils acceptent tout le temps notre décision. Je dis souvent aux coachs, c'est ce que moi j'ai vu. C'est la décision que j'ai prise. Et je ne dis pas que j'ai raison. Je vous explique comment j'ai pris ma décision. Et c'est important de laisser la porte ouverte aux coachs et aux joueurs sur le fait que la décision qu'on ait prise soit incorrecte. C'est possible, c'est très possible. Dans la performance de l'arbitre, et pour tout ça, il est très important d'être attentif et de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain, et du coup d'agir en conséquence. Il est très important d'avoir une attention forte, de prendre tous les petits détails, de voir tout de suite les petites réactions émotionnelles des joueurs, les choses qui se passent sur le terrain. De connaître, de scouter un petit peu avant match peut vous aider aussi à anticiper ce genre de choses. Les effets qui sont que la pression en fait recensée sur l'arbitre, que la pression peut mettre, pour moi j'ai relevé les effets suivants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du stress, donc de la crispation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à bouger, qu'on n'arrive plus à réfléchir, qu'on n'arrive plus à décider. Et du coup, il fait qu'on loupe des actions, on loupe des décisions. Et ça peut être la pression. Il peut y avoir un rythme cardiaque plus élevé, ce qui fait qu'on est dans l'émotion, on met des coups de sifflet trop rapides. Souvent, quand on est un petit peu stressé, on est prêt, quand on nous met la pression, on est un petit peu stressé et on est prêt tout de suite à mettre très rapidement un coup de sifflet. Alors que dans l'arbitrage, on est obligé de voir les 3 phases d'une action, c'est-à-dire le début, le développement et la fin. Et lorsqu'il y a une influence sur la fin de l'action, il y a peut-être un contact au début, il y a peut-être le développement se passe bien, et il y a la fin de l'action, une influence du contact qui s'est passé au début.
on se donne le temps d'analyser ce qui se passe pour prendre une décision et de décider s'il y a un effet positif ou négatif du contact qui s'est produit. Et du coup, les Américains parlent souvent de mettre l'air qu'on a à l'intérieur de nous dans le ventre pour ne pas donner des coups de sifflet trop rapides. C'est une image, mais en fait, tout vient du ventre. On laisse les choses dans le ventre, on réfléchit calmement, et lorsqu'on décide, on fait remonter l'air pour pouvoir siffler. Lorsqu'on est en stress, donc on en parlait tout à l'heure avec la crispation, on peut ne pas décider, mais on peut aussi avoir du mal à communiquer. On peut chercher ses mots, on peut fuir le dialogue, on peut se protéger derrière des menaces. Et c'est dommage parce que souvent, on va dire que quand les coachs et joueurs réagissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils ne comprennent pas la décision qui est prise. Et souvent, juste en expliquant les choses, on désamorce des futurs conflits. Souvent, lorsqu'on est à la pression, on regarde un petit peu moins ses partenaires, on s'enferme sur soi-même, on est dans sa bulle, on n'a pas de contact visuel avec les autres arbitres sur le terrain, avec les officiels de table de marque, parce qu'on est stressé et puis on n'ose pas un petit peu regarder les réactions des gens qui sont autour de nous. Il y a une perte de confiance qui est possible, on en parlait tout à l'heure, et surtout, on peut oublier ce qu'on a à faire, tous les protocoles qui mènent à la décision. Je dirais par exemple le protocole de l'antisportive, qui est de siffler d'abord une faute personnelle et puis après de montrer dans un second temps le geste de faute antisportive. Généralement, quand on est sous pression, on va montrer tout de suite le geste de antisportive, ce qui montre qu'on a oublié un petit peu le protocole, la marche à suivre pour pouvoir respecter les consignes de la hiérarchie et de la FIBA. Les besoins, je dirais, pour performer sous pression, il y a besoin de se sentir bien mentalement, c'est-à-dire d'être calme, de ne pas se sentir stressé à l'intérieur, se sentir prêt pour arbitrer, et je dirais voyager sereinement. Il est important des fois, on a le stress de la vie de tous les jours, avec la famille, avec la situation professionnelle, la situation personnelle. Il y a des choses qui nous inquiètent. Et il est important, quand on arrive au match, de faire un petit break, de prendre un temps pour couper. Par exemple, si vous voyagez en voiture pour aller sur un match, c'est important d'arriver un petit peu plus tôt, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, et vous arrivez sur place et vous restez un petit quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes à vous reposer dans votre voiture, à faire un petit break et commencer à penser, à réfléchir au match, plutôt que je quitte le travail à la dernière minute, je conduis très rapidement, hop, tout de suite, limite, j'arrive presque tout de suite en tenue d'arbitre, je saute dans le gymnase et je suis prêt à siffler les 3 minutes pour commencer la rencontre. Ça fait que vous apportez avec vous sur le terrain le stress de tous les jours. Et on a besoin de faire un petit peu une coupure, de se poser et de laisser le stress de la vie de tous les jours à la maison, en dehors du gymnase, de façon à se sentir bien et pas stressé à l'intérieur. C'est important, sous pression, d'être en mesure de communiquer efficacement, aussi bien verbalement que non verbalement. C'est-à-dire, non verbalement, c'est la façon de se tenir. Est-ce qu'on va bouger tout le temps ou est-ce qu'on va être capable, par exemple, pour faire sa gestuelle, de s'arrêter, de mettre les pieds par terre et face à la table de marque, de commencer sereinement le numéro, la nature de la faute et après la reprise du jeu avec soit la direction, soit avec les deux lancers francs. Dans la façon de communiquer verbalement, c'est être en mesure d'expliquer les coups de sifflet qu'on a vus. Je le répète à nouveau, le point de contact et l'influence de ce contact sur le jeu. Et c'est important d'être capable d'expliquer brièvement aux gens et comment dire. Il est important aussi de comprendre quand est-ce que les gens communiquent avec nous. Quand est-ce que c'est un moment où l'équipe est en train de perdre? Est-ce que c'est un moment où les gens sont vraiment émotionnels ou est-ce qu'ils essayent de tricher par
le fait de demander très régulièrement des choses. Et du coup, si on a une réflexion sur quand est-ce que les différents acteurs nous parlent, on peut adapter notre réponse. Il est important de connaître le règlement et les protocoles, si possible, par cœur, de façon à ce que ça devienne des automatismes. Ce qui est automatique dans votre tête ne prend pas comment dire, d'attention et vous permet de focaliser sur d'autres choses. Si vous connaissez les protocoles par cœur, même si vous êtes un petit peu en stress, les choses vont venir d'elles-mêmes. Se sentir bien physiquement pour performer sous pression est très important parce que si on est fatigué, notre cerveau n'est pas oxygéné correctement et on ne peut pas réfléchir correctement. Donc, il est important d'être en forme physique. Et dès que vous allez prendre peut-être 3, 4, 5 kilos, vous allez vous sentir complètement différent dans votre corps. La façon de courir, la façon de se déplacer et la fatigue à la fin d'un match est totalement différente. Il est important de contrôler les émotions que vous avez à l'intérieur de vous et de ne pas se laisser déconcentrer par les émotions des autres. Les joueurs, les coachs, les spectateurs sont des gens qui sont dans l'émotion parce que il faut gagner, il faut performer et il est important de ne pas vous laisser déstabiliser, d'être prêt à les voir réagir de façon un petit peu surprenante. Et surtout, ce qui est important, c'est de sentir à l'intérieur de vous vos émotions. Quand vous commencez à être énervé, ça veut dire qu'il est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il aurait fallu peut-être mettre des limites un petit peu plus tôt. Et pour ça, pour performer sous pression, pour moi, la clé, c'est la préparation et c'est le travail. Pour pouvoir arbitrer sous pression, se sentir confiant, ne pas être stressé à l'intérieur, c'est tout ce qu'on fait avant une rencontre pour pouvoir le préparer du mieux possible et être au maximum performant sur la rencontre. Là, ce petit clip va mettre un petit peu en image ce qu'on peut subir lors d'une rencontre, les réactions de coach, les choses de joueurs, etc. J'ai coupé le bruit parce qu'il n'y a pas forcément On a des joueurs qui vont réagir à la fin des matchs. Il faut prêt à faire face à ces joueurs. Ces petites images nous montrent un petit peu la réalité, on va dire, du terrain. Et voilà. Et il est important avant un match, pour se préparer, de le préparer, je dirais, mentalement et de gérer les pressions internes, donc les pressions qui sont à l'intérieur de nous. Et la grosse partie de l'arbitrage, c'est de prendre des décisions. Et forcément, dans les décisions, il va y avoir des bonnes décisions et il va y avoir des erreurs. Et il ne faut pas avoir peur de dire que c'est une erreur. Il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. Il faut dédramatiser un petit peu. Il faut comprendre, accepter qu'on va faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. Et plus vous l'accepterez, et moins vous serez déconcentré lorsque vous allez en faire une, plus ça sera facile de rebondir et de réfléchir à la prochaine action. Parce que c'est ça qui est important. C'est une erreur, on a le droit d'en faire une, ce n'est pas un problème. Mais il faut se reconcentrer rapidement pour pouvoir juger les actions qui arrivent par la suite. On a un temps pour décider et un temps pour diriger la rencontre, c'est le match. C'est-à-dire que pendant le match, vous êtes là pour décider. Vous êtes là pour prendre des décisions, donner une direction. Et après le match, quand le match sera terminé, le soir, le lendemain ou après, si vous avez la chance de récupérer la vidéo ou en tout cas de réfléchir à cette rencontre, ça sera le temps pour analyser, corriger, donc analyser ce que vous avez fait de bien et qu'il faudra refaire sur d'autres matchs et analyser ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut travailler et réfléchir à comment vous pouvez le travailler. Il faut comprendre aussi que l'erreur ne permet pas aux acteurs de se comporter n'importe comment. Si vous faites une erreur et que quelqu'un réagit de façon émotionnelle et respectueuse, on peut avoir une certaine tolérance. Par contre, si la personne réagit de façon extrême, alors là, même si vous avez fait une erreur, cette personne-là devra être pénalisée. Parce que ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur qu'on peut faire tout et n'importe quoi.
Pour gérer l'erreur, c'est important de vivre dans le présent. C'est-à-dire de ne pas penser au passé. C'est-à-dire que quand vous avez fait l'erreur, il faut éviter de rester bloqué dessus, de constamment penser à ça. Oh mince, je me suis trompé, je n'ai pas regardé au bon endroit, j'ai montré le mauvais joueur. Parce que si vous êtes en train de penser à ce qui s'est passé au moment de l'erreur, vous n'êtes plus en train de juger ce qui est en face de vous. Et du coup, vous allez commettre une deuxième erreur, puis une troisième erreur, puis peut-être une quatrième, jusqu'à ce que vous retrouviez vos esprits et que vous pensiez à ce qui est en face de vous. Il ne faut pas non plus être dans le futur, c'est-à-dire de penser aux conséquences d'une erreur. Mince, j'ai donné le mauvais, j'ai donné une faute qui n'était pas faute. Peut-être que l'observateur va mettre une mauvaise note, peut-être que le coach va réagir, peut-être que, etc., etc. Vous pensez en fait aux conséquences. Et une fois de plus, qu'on soit en train de penser au passé ou au futur, on n'est pas en train de juger l'action qui est en face de nous. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que de juger le moment présent, c'est-à-dire ce que vous avez en face de vous. Et on a le droit de penser au passé et au futur, mais pas pendant le match. Le match, c'est le moment pour prendre des décisions. Il est important de se concentrer. Et lorsqu'on a fait une erreur, on peut simplement utiliser le langage intérieur, c'est-à-dire se parler à soi-même dans sa tête et décrire les choses qu'on a en face de soi. Alors là, le meneur a le ballon, il va peut-être faire la passe dans l'aile, donc il faut que je regarde dans l'aile, il faut que je me décale par ici, il faut que je regarde ce défenseur-là, il faut que je fasse attention à ses mains. Et ça nous permet de revenir dans le présent, de parler et de décrire ce qui se passe en face de nous. Certains arbitres, alors moi personnellement je n'utilise pas cette technique, mais ont un objet fétiche qu'ils vont toucher, peut-être ils l'ont dans la poche, ils vont le mettre leur main dans leur poche, ils vont peut-être le toucher, le prendre dans leurs mains, de façon à se reconcentrer après une erreur ou après une situation qui les énerve un petit peu. C'est important donc de ne pas penser aux enjeux de la rencontre pendant celle-ci. Et c'est important de reconnaître, lorsque vous arbitrez, vos pensées parasites. C'est-à-dire, le match il est important, il faut que je me concentre, peut-être cette équipe-là, elle joue le championnat, etc. Non, ça, c'est des pensées qui ne sont pas utiles pour prendre des décisions de qualité. Et voilà, et du coup, c'est important de s'en défaire, de reconnaître quand ça arrive qu'on pense à des choses qui sont un petit peu, qui ne sont pas en adéquation avec notre rôle et ce qu'on doit faire. Et du coup, il faut arriver à se reconcentrer sur les bonnes choses. Il est important aussi mentalement de réguler ses émotions, reconnaître quand est-ce qu'on est stressé. Avant le match, on peut avoir plusieurs moments pour checker un petit peu comment on se sent. Si on se sent un petit peu nerveux, on peut utiliser la respiration pour pouvoir faire baisser la nervosité. Il y a 3 moments pour checker un petit peu sa nervosité. Lorsqu'on arrive avant le match à la salle, on est dans sa voiture, qu'on est dans les 15-20 minutes ou les 30 minutes dont on a parlé tout à l'heure pour couper un petit peu du stress de la vie de tous les jours, et bien là, c'est un bon moment pour se concentrer sur soi-même et essayer de réfléchir si on est stressé, si on est nerveux ou pas. Et si on est endormi, ça veut dire qu'il faut s'activer un petit peu, ça veut dire qu'il faut faire peut-être un petit peu de sport, courir, faire des pompes, quelque chose pour se réveiller un petit peu. Mais si on est nerveux, ça veut dire qu'il faut se concentrer sur sa respiration et respirer calmement, aussi bien en expirant l'air, en bloquant un petit peu, quelques secondes, en soufflant l'air pendant quelques secondes et à recommencer plusieurs fois de façon à se calmer et à se concentrer sur la respiration. Voilà, et il faut comprendre aussi que notre travail est le même dans tous les matchs. C'est-à-dire que le match qui a un enjeu et le match qui a un enjeu, très petit, notre tâche à nous, en tant qu'arbitre, elle est la même. C'est-à-dire qu'on doit faire l'entre-deux, on doit aller se positionner, on doit prendre des décisions à l'arrêt, on doit travailler pour se placer au bon endroit et voir le bon défenseur, prendre les bonnes décisions. Et que le match soit important ou pas, il faut que notre motivation soit la même et notre travail est exactement le même. Donc ça, c'est important de le comprendre pour pouvoir performer mentalement et ne pas réfléchir et ne pas travailler sur le match en fonction de l'importance de ça. Parce que du coup,
si vous prenez l'habitude de travailler de la même façon pour tous les matchs, il sera beaucoup plus facile d'arbitrer dans un match où il y a de l'enjeu, où il y a de la pression, parce que vous ferez ce que vous faites d'habitude tout le temps. Mentalement, pendant le match, il y a les pressions externes qu'il faut savoir, on va dire, repérer. Donc, les pressions externes, on a dit tout à l'heure que c'est les coachs, c'est les joueurs, c'est le public. Il faut être capable de repérer et de gérer un petit peu les tentatives d'influence. Analyser quand est-ce que les gens vous parlent. Est-ce que c'est après une décision qui est un petit peu critiquable, une décision qui est un petit peu grise, une décision qui n'est pas tout à fait claire? Est-ce que c'est après une décision qui est claire? Est-ce que c'est tout le temps la même personne qui vous parle? Est-ce que c'est de façon répétée ou pas? Il est important d'analyser parce que ça vous permet d'approprier votre réponse et à un moment donné, de dire stop. Vous devez avoir dans votre tête, on va dire, un cadre auquel vous devez avoir réfléchi. Si le joueur me demande une première fois de façon calme, il y a une réponse calme et une explication des critères. Si le joueur est sous le coup de l'émotion, je vais peut-être, avant de lui expliquer les choses, demander de lui calmer. Et si c'est extrême, il y a un avertissement ou peut-être une faute technique. Il faut que vous ayez dans votre tête des idées, des images de ces différents comportements et commencer à réfléchir à comment vous allez gérer et ce que vous allez leur répondre. Il est très important pendant le match de comprendre ce qu'il se passe. C'est très important de connaître le basket. C'est très important de jouer au basket, de coacher aussi. Si vous avez l'opportunité d'entraîner des équipes, n'hésitez pas, faites-le. Allez parler avec des entraîneurs, allez discuter avec eux, allez discuter avec des joueurs à la fin, hors du match, dans la semaine, pas pendant le match, mais de façon à éventuellement échanger avec eux. Plus vous connaissez le basket, et plus ça vous aidera dans la prise des décisions. Si vous jouez, ça vous permettra de comprendre la frustration lorsque l'arbitre se trompe. Ça vous permettra aussi de comprendre ce que c'est de s'entraîner toute la semaine et finalement perdre le match à la fin, peut-être perdre de peu ou perdre de beaucoup. Toutes ces frustrations, tous les sentiments que les joueurs peuvent ressentir. Donc, ce qu'on appelle un petit peu l'empathie, c'est-à-dire être capable de comprendre les sentiments des gens qu'on a en face de soi. Et ça, c'est très important. Il faut être capable tout de suite de repérer très rapidement, on va dire, les possibles situations conflictuelles. Et pour ça, on peut scouter, c'est-à-dire regarder un petit peu la vidéo des matchs précédents et regarder un petit peu les statistiques, les comportements des joueurs, de façon à voir un petit peu quels sont les joueurs qui sont émotionnels, les gens avec qui on peut parler facilement, les gens qui ont un gros caractère ou au contraire des gens qui sont dans la collaboration. Il faut aussi, face aux pressions externes, être prêt à être challengé et à communiquer nos critères de décision. J'en ai parlé plusieurs fois, mais j'insiste parce que c'est super important de dire quel est le contact, quel est l'endroit où le contact a eu lieu et quelle influence ce contact a eu lieu. Est-ce que ça a ralenti le joueur? Est-ce que ça l'a déséquilibré? Est-ce que ça lui a empêché de faire une action qu'il voulait faire? Et si la réponse est oui à une de ces trois questions, forcément le contact a une influence et ça doit être une faute. Mais il faut être prêt à ce qu'il y ait des réactions émotionnelles et des gens qui ne comprennent pas ou qui veulent ne pas comprendre, qui font exprès de ne pas comprendre pour nous déstabiliser un petit peu. Mais si on a on a la capacité à se tenir au fait que si j'ai vu le contact, je siffle. Si je n'ai pas vu le contact, je ne siffle pas. Il sera très facile d'expliquer et de réagir à ces réactions émotionnelles qu'on reçoit. Il faut être prêt à recadrer de manière professionnelle si besoin. Donc, il faut avoir du courage. C'est-à-dire que des gens qui sortent du cadre, qui nous parlent avec irrespect, ils ont besoin d'être recadrés. Et c'est important de le faire de façon professionnelle. On ne peut pas mettre une faute technique en étant excité soi-même, en étant en colère, parce que ça donne une mauvaise image de la gestion des émotions et du contrôle de la rencontre. Il est important, face aux pressions externes,
d'être sûr de soi ou en tout cas de le paraître. Lorsque je suis arrivé en première division en Jeep Elite en 2011, j'ai travaillé avec un coach mental. Donc, c'est une personne avec qui on discute de ce qu'on ressent, des émotions, etc. Et on travaille donc par rapport à l'arbitrage. Et il m'a dit une chose qui est importante. La confiance en soi et la confiance que les autres ont est un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'au début, on peut ne pas être sûr de soi, mais il faut commencer par peut-être faire semblant. Et les autres vont nous regarder avec de la confiance. Et le regard qu'ils vont nous porter sur nous, ça va nous donner encore de la confiance. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus les autres vont nous regarder avec confiance, et plus la personne qui fait semblant va se sentir confiante. Et au départ, pourtant, il n'y avait rien. C'est-à-dire que la personne, au début, était quelqu'un qui n'avait pas confiance. Mais elle fait semblant et les autres lui apportent de la confiance. Il est très important, face aux pressions externes, de rester calme. De rester calme aussi bien dans son comportement que dans sa tête. C'est super important de maîtriser ses émotions pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est dans l'émotion, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste, on prend des décisions qui ne sont pas forcément justes. Les meilleures décisions qu'on prend, c'est les décisions qu'on prend lorsqu'on est calme et lorsqu'on a le temps de réfléchir avec toute sa tête, et pas lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on est fâché. Physiquement, pendant le match, c'est une partie qui est très importante et sous pression, on est obligé d'avoir une condition physique au top pour pouvoir faire les efforts, courir pendant les transitions, pendant les rotations, se déplacer, ouvrir un angle de vue, anticiper. Et ce qui nous permet d'avoir le cerveau assez disponible pour pouvoir prendre des décisions. Si on n'est pas en forme, c'est compliqué. C'est compliqué. Le body language, c'est-à-dire le langage corporel, l'image que l'on dégage, doit être une image de quelqu'un qui est en charge. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de prendre les décisions et de mener la rencontre, de décider et d'assumer son rôle. Ça passe par la gestuelle, ça passe par la façon de se déplacer, ça passe par le fait de communiquer, de ne pas fuir, qu'on est prêt en fait à arbitrer et d'avoir une image assez, on va dire, confiante. Tout ça, ce sont les besoins qu'on a identifiés pour pouvoir performer face aux pressions internes, face aux pressions externes et l'image qu'on dégage, on va dire, physiquement. Et tout le monde voit les matchs à succès, les finales, les grandes compétitions, etc. Mais ça, c'est une toute petite partie de l'iceberg. C'est la partie qui flotte au-dessus. Et souvent, on dit que l'iceberg, il y a une toute petite partie qui dépasse de l'eau, mais à l'intérieur de l'eau, il y a une partie beaucoup plus immense. Et cette partie de l'arbitrage, les gens ne le voient pas. C'est le travail, c'est l'échec, c'est prendre des mauvaises décisions, faire des erreurs, mais toujours continuer de travailler. Parce que c'est avec ce travail que vous allez arriver prêt, en confiance pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler? Il y a le travail vidéo, bien sûr, c'est-à-dire regarder des matchs avec un objectif. Ça peut être aujourd'hui, je travaille sur la gestion du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de savoir que je dois contrôler le chronomètre de jeu et les 24 secondes à chaque changement de possession. Changement de possession, ça peut être une sortie de balle, ça peut être un rebond, ça peut être une faute, ça peut être une violation. Et je sais qu'à tous ces moments-là, à chaque fois, je dois regarder le chronomètre. Et lorsque je vais regarder un match à la télé, à chaque fois qu'il va y avoir un rebond, hop, je vais mettre mes yeux sur le chronomètre et je vais regarder le chronomètre de jeu. Et je vais retenir les 2 derniers chiffres. Donc, s'il y a 9 minutes 13, je vais retenir 13 dans ma tête, etc., etc. Et ça, plus je vais le faire chez moi, assis devant la télé, et après, quand je vais rentrer sur le terrain, ça deviendra un automatisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un changement de possession, un rebond, une interception, une sortie, une violation, une faute, je serai habitué
à me demander où est le temps et où est-ce qu'on en est et à checker. Et du coup, ça va devenir une habitude. Il y a aussi le fait de regarder des matchs à la télé avec un active mindset, c'est-à-dire un état d'esprit actif qui nous permet d'anticiper ce qui se passe. Souvent, quand je regarde des matchs, je me demande ce que le joueur avec le ballon va faire. Je vais regarder aussi ce que les autres proposent sur le terrain, quel endroit du terrain ils ont laissé libre, parce que c'est souvent dans les endroits libres qu'il va se passer quelque chose dans le futur, et quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils vont aller poser un écran? Est-ce qu'ils vont libérer un shooter, etc. Qu'est-ce que le joueur avec ballon va faire par la suite? Si je regarde le meneur de jeu, bah, je me dis, le meneur, il peut passer la balle soit dans l'aile à droite, soit dans l'aile à gauche. Et je vais regarder comment il dribble, quelle orientation il a, de façon à me dire, bon, là, je pense qu'il va passer la balle à droite. Et ça me permet de travailler comme ça, parce que c'est quelque chose dans l'arbitrage, quand on est sur le terrain, qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on doit se demander quelle est la prochaine étape, que va faire l'attaque dans sa prochaine étape pour pouvoir regarder le bon défenseur. Parce que c'est ce que font les défenseurs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train d'essayer de deviner ce que va faire l'attaque pour pouvoir piquer des ballons, pour pouvoir couper la stratégie de l'attaquant. Et nous, comme on doit arbitrer la défense, il est important d'identifier quelle réponse possible peut mettre en place la défense. Par travail vidéo, j'entends aussi regarder des clips. Pourquoi regarder des clips, c'est important? Parce qu'on se met des images dans la tête et ça nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que notre cerveau, il va enregistrer des choses, il va enregistrer des clips, il va enregistrer des actions. Et lorsqu'on va en avoir une qui va se passer sur le terrain qui ressemble à un clip qu'on a déjà vu 10, 15, 20 fois, la réponse, elle est automatique. On sait que, pam, ça va être faute offensive parce qu'on a déjà vu la même image 20, 30, 40, 50, 100 fois avant de voir celle qui vient de se passer sur le terrain en face de nous. Et ça permet d'automatiser des choses et ça permet de libérer de la place dans le cerveau pour d'autres choses. Il est important dans le travail vidéo d'utiliser le travail vidéo pour se regarder et pour analyser, pour travailler son langage corporel. Souvent, quand je regarde mes matchs, je regarde la façon dont je cours, la façon dont je fais ma gestuelle, la façon que j'ai de marcher aussi, de me déplacer. Quand je vais parler à des coachs, à des joueurs, comment est-ce que je me tiens? Est-ce que je croise les bras? Est-ce que je ne croise pas les bras? Est-ce que mes bras sont de façon naturelle? Etc. etc. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'améliorer notre image et une communication non verbale lorsque on va être, entre guillemets, sous pression et qu'on va arbitrer les matchs. Le scouting de joueurs aussi peut être, enfin le scouting, je veux dire en général, peut être une préparation intéressante. C'est-à-dire que si vous avez accès à la vidéo des équipes que vous allez arbitrer, il est intéressant de regarder de façon à savoir quel joueur se comporte correctement et quel joueur a tendance à être un petit peu tricheur, à être un petit peu toujours en train de parler, toujours en train de demander des explications, parce que ça vous permet d'anticiper un petit peu et d'être prêt à accueillir ce type de comportement et de prêt de répondre aussi. Ça vous permet aussi de voir les styles de jeu. Est-ce que peut-être une équipe est plus portée sur le pick and roll? Est-ce qu'ils sont plus sur le jeu rapide? Est-ce que voilà. Et du coup, ça vous permet d'anticiper un petit peu les choses pour performer lorsqu'il y aura de la pression. Il est vraiment important le travail vidéo est une base, un élément essentiel de la préparation des matchs et qui nous permet, je pense, de performer à haut niveau sous pression. Mentalement, avant le match, ce que je conseillerais de faire, c'est de la visualisation mentale, c'est-à-dire s'imaginer les choses, s'imaginer ce qui peut se passer et réfléchir. Imaginer donc qu'il se passe des choses devant nous et réfléchir à une solution, à une façon de gérer ces comportements. Et ça nous permettra de réduire un petit peu le stress et ça nous permettra aussi d'avoir une solution qui viendra peut-être un petit peu plus rapidement le jour où vous rencontrerez cette action imaginée dans le réel. Lorsque l'action se passe en face de vous, vous aurez déjà réfléchi à une réponse et vous irez beaucoup plus vite
dans la gestion de la situation. Il y a quelque chose qui mentalement, pour moi, est très important. C'est le niveau d'éveil. On en parlait tout à l'heure. Il faut checker avant la rencontre et voir si on est un petit peu trop endormi ou si on est un petit peu trop dans l'émotion, un petit peu trop nerveux, un petit peu trop vif. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est un petit peu endormi, on va chercher à s'activer, écouter de la musique, peut-être se bouger, faire des pompes, des abdos, des sauts sur place, faire un petit peu de sport pour s'activer. Mais si on est trop dans l'émotion, si on est trop vif, si on est trop nerveux, se concentrer sur la respiration et pouvoir le réguler, descendre et diminuer cette nervosité. Il y a 3 points, trois moments où on peut checker. Je parlais tout à l'heure dans la voiture. Il y a aussi lorsque vous êtes dans le vestiaire et lors des 20 minutes avant le début de la rencontre, lorsque vous êtes sur le terrain. Ces 3 moments où vous pouvez contrôler votre niveau d'éveil, votre niveau de nervosité, votre niveau de réactivité. Mentalement aussi avant le match, afin de performer lorsqu'il y aura de la pression. Ce que je vous conseille, ce que je fais avant chaque match, c'est que je prépare mes yeux à la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que pendant l'échauffement, je vais mettre dans des endroits stratégiques. Je vais mettre en position dans le prolongement de la ligne des lancers francs, par exemple. Et je vais mettre comme si j'étais arbitre de centre. Et je vais commencer à regarder les joueurs qui s'échauffent. Et je vais commencer à prendre des informations, prendre des décisions. Quel est le pied de pivot? Il reçoit le ballon, il fait 1-2, hop, hop. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il a marché? Est-ce qu'il n'a pas marché? Très souvent, les joueurs à l'échauffement ont des petits moments où ils jouent, il y a des moments d'opposition, où ils font du 1 contre 1, par exemple, des petits 1 contre 1 qui se répètent. Et ça, c'est des moments où moi, j'arbitre. C'est-à-dire que dans ma tête, je regarde le défenseur, j'essaie d'ouvrir un angle de vision et je prends des décisions. Faute, pas faute, marcher, pas marcher, le contact, est-ce que ça influence, est-ce que ça n'influence pas? Et ça vous permet de vous préparer et d'être prêt au moment où la rencontre démarre. Physiquement, bien sûr, on est très, très important de se préparer avant la rencontre, de façon à, comme je le disais tout à l'heure, avoir un cerveau disponible, oxygéné, qui vous permet de réfléchir, de prendre les bonnes décisions et de pouvoir vous souvenir des choses, aller chercher les choses en mémoire, les protocoles, les choses comme ça. La FIBA, ce que recommande la FIBA, c'est souvent de travailler sur des footings longs, sur du fractionné. Donc, je vais courir à 1 minute à allure moyenne. Après, je vais courir pendant 30 secondes, 1 minute vite. Après, je vais aller 1 minute moins vite. Après, je vais aller plus vite, etc. Et d'enchaîner comme ça avec des temps qui varient. Des fois, c'est 1 minute, des fois, c'est 30 secondes, des fois, c'est 2 minutes, des fois, c'est 3 minutes. Mais il y a toujours des phases où on va courir tranquillement et des phases où on va courir beaucoup plus vite et s'enchaîner comme ça sur une vingtaine de minutes avec des laps de temps variés. Il y a les exercices de Oregon où pendant 30 secondes, on va faire un exercice sur place. On va enchaîner avec un sprint de 100 mètres. On réenchaîne 30 secondes d'un autre exercice et il y a 10 exercices comme ça où on alterne en fait exercice et sprint. Les circuits training qui sont la répétition d'exercices de musculation, la répétition de sprint, etc. Ça, c'est des choses dont on a besoin dans l'arbitrage pour se préparer. Actuellement, et on parlait tout à l'heure d'évolution du jeu et d'évolution dans tous les domaines, c'est valable pour le basket, tous les domaines sont en constante évolution. Et physiquement, le basket a énormément progressé ces dernières années. Un match d'il y a 30 ans, ce n'est pas la même intensité, ce ne sont pas les mêmes courses, les joueurs ne sont pas musclés de la même façon. Et l'arbitrage, c'est pareil. On a besoin de réagir, d'évoluer en fonction du jeu et de la morphologie des joueurs. Maintenant, les joueurs sautent très très haut, ils vont très très vite. Et du coup, nous, en tant qu'arbitre, on est obligé de se préparer pour pouvoir suivre le rythme et être en accord avec ce que les joueurs font sur le terrain. On va finir par un petit clip qui montre un petit peu, on va dire, ce qu'on fait généralement tous en tant qu'arbitre en action.
Et c'est plus pour imager un petit peu les relations avec les gens. Des fois, on doit mettre les limites. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas écouter. Là, on voit avec un coach où on explique. Là, il y a un coach qui sort du cadre. On est obligé de l'éjecter. Et vous voyez que sur la faute technique qui lui est donnée, il n'y a pas comment dire, de nervosité, il n'y a pas d'agression de ma part. Vous êtes obligé de le disqualifier, le coach, parce qu'il dépasse le cadre, parce qu'il avait déjà pris une faute technique avant. Mais on se doit de le respecter et de le faire de façon professionnelle, de ne pas mettre d'agressivité de notre part dans la communication, dans la façon de faire les gestes. Pendant les matchs, on est obligé d'expliquer et puis des fois, les gens ne comprennent pas. Et le match, c'est un moment où on décide, on doit prendre des décisions. Et on voit que là, sur la dernière réaction en fait du joueur, on voit une réaction émotionnelle, mais qui est, on va dire, très respectueuse. Et ça, c'est une émotion basket. Voilà, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai présenté ce soir, pour moi, arbitrer et performer sous pression, c'est se préparer physiquement et mentalement. Beaucoup de travail en amont pour automatiser le plus de choses possible afin que le cerveau puisse réfléchir à toutes les choses inhabituelles, toutes les choses qui peuvent se produire, qui n'arrivent pas d'habitude, qui ne sont pas anticipées. Accepter l'erreur, vivre dans le présent, être focalisé sur la prise de décision et réfléchir aux erreurs et la performance de ce que vous avez fait après le match. C'est important pendant le match de prendre des décisions décidées. Il y aura forcément des erreurs, mais il y aura aussi de très bonnes décisions. Comprendre les objectifs et les intentions de chaque acteur, savoir quand est-ce que les gens nous parlent, reconnaître leurs intentions. Est-ce qu'ils nous parlent juste parce qu'ils sont honnêtes ou est-ce qu'ils nous parlent parce qu'ils veulent essayer d'influencer nos décisions et notre façon de réfléchir? Comprendre ce qui se passe pour agir en conséquence. On a parlé tout à l'heure d'essayer de réfléchir un petit peu aux situations qu'on peut voir et réfléchir à des réponses, à des choses que nous, on peut faire lorsque ça va se produire sur les terrains. Il est pour moi essentiel, quand on arbitre sous pression, de maîtriser ses émotions, d'être calme et de ne pas tomber dans la nervosité et dans l'agressivité. C'est super important. Et la dernière chose, c'est vraiment d'être centré sur soi, sur sa performance, de réfléchir à tout ce qu'on peut contrôler. On peut contrôler quoi? On peut contrôler la façon dont on va courir, la façon dont on va communiquer, la prise de décision, etc., etc. Et ça, et ne pas réfléchir à tous les autres éléments, les joueurs, les coachs, etc., la note que l'observateur va nous mettre, etc., etc. Ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, on peut maîtriser le fait de se donner à fond, de se préparer pour les matchs et d'essayer de performer le plus possible. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation et cette lecture de diaporama. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre et pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Han, pour cette belle prestation. Merci à tous nos invités qui sont avec nous. Alors, Tatia Abdallah Chilif, il y a Omazat, il y a aussi Sébastien qui est avec nous, il y a Antonio, donc bienvenue à tout le monde, Hicham Hamrani aussi. Donc, c'est un beau monde qui est avec nous, M. Yann. Dans ce cas, merci d'être parmi nous. Donc, voilà les jeunes. Donc, si vous avez des questions à poser à Yohan, donc il est à votre disposition. Mais avant de poser la question, vous vous présentez Monsieur X, arbitre ou commissaire ou assistant, etc. Donc, à vous la parole. Donc, vous pouvez activer vos micros et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. On est là. Et M. Han aussi, il est là pour répondre à toutes les questions. Donc, là, c'est un volet qui est très important. Arbitrer sous pression, c'est-à-dire si un arbitre rentre dans le terrain avec cette impression, vous savez bien que le match, il peut pas vraiment le gérer à 100%. Donc, il y a moyen de gérer cette pression. Donc, à vos claviers, les jeunes, et à vos micros aussi. Vas-y, Del.
Je peux intervenir. Oui, Plaisir. merci. Ah, Nachid, tu es avec nous. Oui, bien sûr. Ah, avec Nachid, le il a nom mis, Johan, il avec a mis un Johan, mot je de ne rate code. rien. Il a mis un code secret, tu vois, pour être là en Ben espion, oui, tranquille. avant de dégainer avec la faute technique. Comment tu vas? Tout va bien, tout va Ah ben, bien. c'est juste pour dire bonsoir à tout le monde, surtout nos amis d'outre-mer. Et content de t'avoir revu. Et c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Johan. Avec plaisir. Avec C'était plaisir. vraiment intéressant. Bon, s'il n'y a pas de questions, je peux anticiper un petit peu, M. Hind, un point qu'on a discuté tout à l'heure avant l'enregistrement avec M. Mahmoudi concernant la période très longue de non-activité, c'est-à-dire comment qu'un arbitre pourra gérer la pression après un long moment d'inactivité. Il y a déjà il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et il y a des choses qu'on maîtrise. C'est-à-dire que ce qu'on ne maîtrise pas, c'est on ne sait pas quand est-ce que les championnats vont reprendre, on ne sait pas quand est-ce que ça va jouer. Par contre, on maîtrise notre emploi du temps, on maîtrise le fait d'aller s'entraîner physiquement. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre la reprise des championnats pour pouvoir le faire. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut être prêt, il faut continuer à garder, on va dire, une activité aussi bien physique que mentale. Et quand je parle de physique, bah, c'est peut-être aller courir, c'est peut-être se renseigner auprès des arbitres FIBA quel programme de préparation physique ils reçoivent pour pouvoir la faire aussi. C'est aussi peut-être regarder des matchs à la télé, regarder des matchs, peu importe le pays, peu importe le niveau du match, mais regarder. Et comme je le disais tout à l'heure sur la présentation, regarder avec un objectif de travail. Peut-être je vais regarder ce que les gens jugent comme faute ou pas faute, je vais regarder peut-être la gestion du temps, je vais peut-être regarder, travailler sur l'anticipation. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, même si, par exemple, en France, à 18 heures, on n'a plus le droit d'être dehors. Et bah, peut-être que au lieu de rester à la maison, de se dire, de se lamenter et de dire oui, je peux rien faire, c'est nul, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arbitrer, bah, on peut utiliser ce temps pour s'améliorer, pour travailler, ou en tout cas essayer de s'améliorer et d'apprendre des choses. On peut travailler le règlement en lisant son règlement, en faisant des QCM en ligne, on peut regarder des vidéos, on peut regarder des clips et essayer de s'améliorer. C'est la seule chose qu'on maîtrise. Le reste, on ne maîtrise pas. Donc voilà. Et après, ce qui est important, je dirais, c'est de faire un petit peu tous les jours ou de s'organiser ou de dire, bah voilà, peut-être 2 fois dans la semaine, je vais travailler ou 1 fois dans la semaine, mais de se donner de planifier un petit peu et de dire, voilà, toutes les semaines, je vais faire ça. Peut-être que, allez, je ne sais pas, mardi, je vais lire une petite partie du règlement. Et ce n'est pas obligé que ça soit 2 heures. Ça peut être 30 minutes, ça peut être un quart d'heure. Et peut-être vendredi, bah, je vais regarder un match à la télé ou je vais regarder des clips. Et si vous faites ça toutes les semaines, bah, peut-être que vous aurez lu une partie du règlement et puis vous aurez vu beaucoup plus de clips vidéo que si vous n'avez rien fait. Oui, c'est juste, c'est sûr, c'est sûr. Merci. Allez, les gens, c'est d'autres questions. Je crois qu'il y a Vittorio qui a levé la main. Donc, activez-vous votre micro, Victorio, et allez-y. Alors, est-ce que vous m'entendez? On Oui. vous entend bien, monsieur Victorio. Alors déjà, merci Kamel de l'opportunité toujours d'avoir ces conférences qui sont vraiment très enrichissantes. Et j'ai la possibilité de suivre ici depuis la Suisse. Et merci Johan pour la conférence. J'ai une question pour une histoire qui m'est arrivée il y a un moment. Donc, il m'est arrivé d'arbitrer en Suisse un match où j'avais en face, dans une des deux équipes, un joueur, ancien équipe nationale suisse, ancien joueur de Liga, Pro B française, enfin un grand joueur. Et il m'est arrivé de... Alors, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais comme un certain respect que je lui portais de son histoire, de son passé, du fait que c'était un grand joueur dans le passé. Et je lui ai laissé passer certaines choses
aussi au niveau voilà, de la gestion, du fait qu'il me parlait d'une certaine manière sans intervenir. Alors que dans ma tête, je savais très bien ce que je devais faire. C'est-à-dire que tout de suite l'avertir et tout de suite le sanctionner parce que certaines choses, en plus, on ne doit pas les faire passer. Mais il se trouve que les autres, j'ai perdu de crédibilité parce que les autres ont entendu et donc ils ont commencé à comprendre et à dire mais du coup, on peut parler comme ça d'une certaine manière à un arbitre, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est jamais arrivé, Johan, mais je ne pense pas, mais d'avoir des fois, tu as, alors quand tu arbitres à un certain niveau, non, mais des fois dans des compétitions un peu plus légères, un peu moins importantes, tu as des anciens joueurs aussi qui ont un très grand passé derrière eux. Voilà. Alors, personnellement, je ne trouve pas toujours évident l'approche avec ces joueurs-là, parce que d'un côté, peut-être tu les respectes pour ce qu'ils ont fait, et du coup, je sais bien qu'il faut les traiter de la même manière, mais comment gérer cela en fait? Comment Je pense il faut surtout désacraliser un petit peu okay. ces gens, c'est-à-dire que euh, tu vois, enfin, moi je côtoie des joueurs professionnels et des joueurs professionnels qui performent, qui font des choses extraordinaires sur le terrain, mais je les considère comme une personne lambda, c'est-à-dire que pour moi, qu'ils soient joueurs de basket professionnel en faisant des performances extraordinaires, ça ne veut pas dire que ce sont des humains qui ont un bon fond. Et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui... ça peut être de très bonnes personnes, comme ça peut être des personnes qui sont, je dirais, pas malhonnêtes, mais moins respectables, on dira. Et du coup, je m'accorde vraiment à... Pour moi, toutes les personnes sur un terrain de basket, qu'ils soient fortes ou pas fortes, ils font pipi et caca comme tout le monde. Et je les traite de la même façon. C'est-à-dire que le joueur qui, entre guillemets, n'a jamais rien prouvé, dont on n'a jamais entendu parler, je vais essayer de lui apporter le même respect qu'un joueur qui a un passé et qui a un CV important. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je pense que c'est important quand, si on n'est pas habitué, si on n'a pas rencontré ce genre de situation plusieurs fois dans sa vie, je pense que c'est important avant le match de prendre un petit moment pour y réfléchir et pour se dire attention, cette personne-là, oui, elle est connue, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut faire tout et n'importe quoi ce soir sur le terrain. Et ça fait partie un petit peu des 30 minutes dont je parlais tout à l'heure, où lorsqu'on va arbitrer par exemple en voiture, bah, on arrive, on se pose un petit peu dans sa voiture ou dans un café ou quoi aux caisses, et on commence à prendre un petit peu du temps pour couper de la vie de tous les jours et réfléchir, visualiser un petit peu ce qui va se passer et anticiper réfléchir un petit peu aux éventuels, on va dire, problèmes, aux éventuelles situations qui peuvent nous mettre en difficulté, de façon à réfléchir à notre comportement et comment on va les gérer. Ouais. Donc voilà, en tout cas, mon conseil par rapport à ta question et ta situation. Je crois qu'il y a Nabil aussi qui a levé la main. Nabil. Nabil Bengouffa, je pense. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nabil, assalam. Bonsoir tout le monde, Nabil. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan, Nabil. Merci pour votre conférence. Voilà, avec c'est plaisir. Nabil Bengouffa, arbitre fédéral. Je voulais tout simplement vous poser une question. C'est des situations qui sont vraiment vécues. C'est à la fin d'une rencontre, quand on a officié un match d'une grande importance, par exemple une coupe, un match d'accession ou une finale ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un match très important. Et à la fin du match, c'est-à-dire on a deux trucs vécus, deux situations. Par exemple, si je me vois que j'ai bien géré mon match et j'ai bien arbitré, je reste là avec le groupe. Je ne quitte pas le terrain, peut-être pour recevoir des remerciements. Mais si on se sent coupable, c'est-à-dire on se sent qu'on a mal géré le match
et peut-être on est coupable d'une sanction envers une équipe. Là, est-ce qu'on est obligé de quitter le terrain parce qu'on a mal géré le match et quitter, enfin, laisser le groupe derrière, c'est-à-dire le groupe des officiels et aller au vestiaire pour abaisser un petit peu la tension, ou bien rester là et pour recevoir des critiques, voilà, c'est ça ma question. Déjà, Nabil, merci pour ta question. Et je pense que déjà, ce qui est important de voir, déjà, c'est est-ce qu'il y a un protocole qui est mis en place par ta fédération? C'est-à-dire, est-ce qu'ils te demandent de rester après le match et de saluer les gens, ou est-ce qu'ils te demandent de rentrer au vestiaire tout de suite après? Et s'il y a un protocole qui est établi, bah, déjà, il faut le suivre. S'il n'y a pas de protocole et que c'est à ton choix, à ce moment-là, moi, je serais toi, c'est-à-dire que il peut y avoir des erreurs pendant un match. Ce qu'il faut voir, c'est comment les gens en face de toi l'acceptent et comment ils réagissent. Et si tu penses que tu es en danger, si tu penses que les gens vont te mettre la pression ou vont te menacer, il ne faut pas rester après le match. Parce que ça va permettre aux gens peut-être de réfléchir aussi et de se calmer un petit peu avant de te recroiser. Très bien, c'est ça. Tu vois, et de dire, c'est pas obligé de fuir, mais quand le coach ou le joueur commence à discuter, commence à argumenter sur ce que vous avez vécu pendant le match, tu peux lui dire, écoute coach, on peut discuter, mais on va discuter après. Là, je vais aller prendre ma douche. Toi, tu vas te calmer un petit peu. Tu vas réfléchir à tout ça. Moi, je vais réfléchir aussi à tout ça. Et on se retrouve dans un quart d'heure, 20 minutes, où on regarde après, où on s'appelle pendant la semaine, tu vois, de façon à calmer les choses, à ce que les gens soufflent un petit peu, que les émotions redescendent un petit peu et que les gens puissent réfléchir et parler correctement. Merci. Il y a Sami Blagar, تفضل. Si Sami, active votre micro, Sami. Bonsoir. Ah, c'est Sami. Vous m'écoutez? On vous écoute bien, Sami, تفضل. Juste, j'ai intervenu pour vous remercier pour cette intervention. Vraiment, je suis très, très satisfait. Je suis en train de découvrir un bon instructeur, surtout la présentation, il est calme, son français, il est très bien, on le comprend bien. Peut-être qu'on n'a pas, j'ai l'habitude de participer à des Zooms avec des anglophones, on se retrouve de faire un double faute, comprendre l'anglais et comprendre ce qu'ils disent en tant que basket, technique, tout ça. Et finalement, on se retrouve avec la tête qui tourne. Oui, finalement, on se retrouve avec la tête qui tourne à la fin de la Zoom. Mais maintenant, je me suis très calme et très à l'aise. Je comprends bien. Merci, Johan. Et merci, Sofiane, pour ils m'ont invité. Et merci à Nachid. Il t'a commenté comme un maestro et je suis en train de découvrir un vrai maestro. Merci beaucoup. Merci pour la commission des arbitres des frères algériens. Merci. Vraiment, je suis très, très content d'être présent avec vous. Merci. Nous aussi, on est contents d'être parmi nous, Sami. Merci, c'est gentil. Il y a Iman Tahmi, je pense qu'elle a levé la main. Et oui, elle a Petrason. Iman. Kamal, elle a levé la main plusieurs fois. Je ne l'ai pas vu, Iman. Alors, je rigole, je plaisante. Iman, go ahead. Iman. Iman, il faut qu'elle active son micro. En attendant, Iman, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Iman, si vous n'avez pas activé le micro, vous pouvez poser la question par le chat. Hein? Sinon, je saute sur l'occasion pour diriger juste un peu les débats. Pour un jeune arbitre, lorsqu'il est désigné pour une rencontre importante, comment peut-il gérer sa pression? Il ne faut pas penser à la pression du match. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai dit ce soir, c'est-à-dire que se préparer avant, se préparer physiquement, réfléchir à son match, se préparer mentalement, imaginer des choses pour pouvoir
pour pouvoir anticiper des réponses, travailler la vidéo pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et voilà, et ce qui est important pour ce jeune arbitre, c'est de comprendre que tous les matchs sont importants. Et que si on prend tous les matchs de la même façon, et ben après, on se prépare de la même façon pour un match avec beaucoup moins d'importance pour les deux équipes qu'un match que la finale de la Coupe du Monde. Et du coup, la pression est beaucoup moindre parce que c'est quelque chose, on a l'impression de se préparer juste pour un match de basket. Et que ça soit un match de jeunes ou que ça soit une finale, c'est toujours du 5 contre 5. Il y a toujours un entre-deux à faire. Il y a toujours les mêmes règles et il faut se préparer de la même façon. Ouais. Merci. Allez, Iman. On l'a fait fuir du coup. Il y a Adlen. On a posé la question avant Adlen Aroussi. Tfadl Adlen. Bonsoir à tous. Monsieur Johan. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre étude. Elle était bien. Merci beaucoup pour ça. Je suis aussi arbitre international algérien. J'ai une question par rapport, comme on est arbitre international, la plupart des matchs, on est des chefs. Et ma question, c'est par rapport comment gérer bien les erreurs ou bien les mauvaises interprétations des arbitres, des officiels de table. Parce que les officiels de table, à partir de les erreurs et les mauvaises gestions des officiels de table, ils font aussi de pression sur les arbitres. Comment gérer ça? Merci, monsieur Johan. Bien sûr que ça met de la pression lorsque la table de marque fait plusieurs erreurs de chronomètre ou des erreurs de points, etc. Ce qui est important, c'est d'être capable, nous, en tant qu'arbitre, de les repérer et de voir ce qu'il se passe. Parce que si on comprend ce qu'il se passe, si on les repère aussi assez rapidement, on va gagner de la confiance de la part des joueurs et des entraîneurs. Et voilà, et après, il faut juste être attentif, apporter la bonne réponse et aussi il faut essayer de motiver les officiels de table de marque, les encourager parce que si on leur crie dessus ou qu'on leur reproche leur travail, ils vont se mettre encore plus de pression et ils vont faire encore plus d'erreurs parce qu'ils vont être sous stress. Donc c'est vraiment important, je pense, de motiver, de trouver les mots pour motiver et pour essayer de faire en sorte que sur la suite de la rencontre, la personne ait envie, en tout cas, d'être concentrée et de faire les choses correctement. Merci, monsieur. C'est très clair. Alors, les jeunes, on vous attend toujours. Sinon, je vais encore poser une question, c'est juste pour animer. Moi, je vais sauter contraire, pas nos amis OTM, mais lorsqu'il y a des arbitres qui sifflent, ça dit qu'à tout moment, c'est des tireurs d'élite. Ils sifflent même dans votre zone. Comment gérer cette pression supplémentaire de la part d'un collègue? Ça m'est arrivé une fois, avant de devenir arbitre international, je suis parti dans un tournoi international où c'était un stage et j'ai arbitré avec une collègue d'un pays balkan et elle commence à siffler devant moi. L'action d'après, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai sifflé devant elle et j'ai attendu le temps mort qui suivait. Et pendant le temps mort, j'ai dit, écoute, je pense qu'on n'arbitre pas, on ne regarde pas chacun où on doit regarder. Et j'ai dit, moi, le premier. J'ai fait exprès de me désigner moi pour lui dire que, voilà, moi, je devais changer quelque chose, mais elle aussi, elle devait changer quelque chose, la personne avec qui j'arbitrais. Et du coup, c'est important d'en parler lorsqu'il va y avoir un temps mort, lorsqu'il va y avoir des choses. Et souvent, alors si la personne siffle devant nous et que c'est une bonne décision, on peut dire que merci. Par contre, si elle siffle devant nous et que ce n'est pas une bonne décision, il faut lui demander, un, ce qu'elle a vu, et deux, pourquoi elle a sifflé. Et lui demander si pour cette personne-là, c'est sa zone de responsabilité ou pas.
Et si la personne est suffisamment intelligente, généralement, elle admet ses erreurs. Si maintenant, elle n'admet pas ses erreurs, bah, c'est à nous de lui rappeler que ce qui se passe à côté de nous, c'est de notre responsabilité et qu'on est assez grand pour arbitrer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours des gens qui veulent faire des choses à notre place, qui veulent montrer qu'ils sont plus forts que nous, etc. Et il faut être capable, entre guillemets, de se défendre tout en gardant, on va dire, un juste équilibre dans l'équipe d'arbitre. Ok, merci. Dia Kitangui, à vous la parole. Activez votre micro, Kitangui. Bien, Kitangui. Dia, très bien, Oui, allez-y. bonsoir Kamal. Bonsoir à vous. Merci. Moi, c'est Dei Kitenge. Je suis arbitre fédéral de la RDC Congo. Oh. J'ai une question. Le coach, après sa disqualification, directement, il doit se diriger vers le vestiaire. Tout en allant du vestiaire, le coach continue à injurier. Il continue à injurier même l'arbitre et la table. En dehors de cette disqualification, il y a encore une autre sanction à donner ou bien c'est juste les rapports. Et les rapports, c'est le chef de table qui va le faire, ou bien le commissaire de table, ou bien c'est l'arbitre principal qui va noter les rapports-là. J'aimerais avoir la précision un peu à ce sujet-là. Alors, lorsque le coach sort comme ça et qu'il continue d'insulter malgré sa disqualification, il faut, tu l'as dit dans tes propos, faire un rapport. En tout cas en France, la procédure, c'est que tous les arbitres font un rapport, tous les officiels de table de marque font un rapport, chaque entraîneur fait un rapport et chaque capitaine fait un rapport. Et tout ça, c'est envoyé à une commission et après, ils décident. Donc, le mieux, lors de tes matchs, je ne sais pas quels sont les protocoles au Congo, mais le mieux, c'est que toi, tu fasses un rapport, que ton collègue arbitre ou tes collègues arbitres fassent aussi un rapport pour exprimer ce qu'ils ont vu, que les officiels de table de marque fassent un rapport, et s'il y a un commissaire, que le commissaire aussi fasse un rapport. Comme ça, ça permet d'avoir plusieurs témoignages, et il y a plusieurs témoignages qui témoignent de l'attitude du coach. Et ce n'est pas une attaque personnelle entre toi et le coach. Non, c'est tout le monde a été témoin et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Merci, c'est juste. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, monsieur Dieu. Lara Chiche, Abdelghani, active votre micro. Lara Chiche. Lara Chiche ou bien Iman. Lara Chiche, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur Architahid, bonsoir. Salam alaikum. Monsieur Anne, merci pour votre conférence. On est très heureux de vous connaître. Bon, j'ai une question. Nous, je suis OTM de table. Des fois, nous aussi, on a la pression des coachs. Parce que dès qu'ils ont l'impression d'avoir un peu égaré leur match, ils nous font la pression. Par exemple, ils demandent ce qui se passe par rapport à un collègue sur le terrain, parce que s'il y a une erreur sur le terrain de notre collègue, il y a une pression sur nous du coach. Alors, comment gérer cette pression? Je pense qu'il faut simplement informer les arbitres de l'attitude du coach. Et après, c'est aux arbitres de gérer. C'est aux arbitres de recadrer le coach. C'est aux arbitres de protéger les officiels de table de marque et de mettre un cadre. C'est-à-dire que si le coach, OK, il vous a mis un petit peu la pression, on va dire gentiment, entre guillemets, pas trop méchamment, bah, l'arbitre, il doit le recadrer quand même. Il doit lui dire un mot, il doit lui dire que ça doit s'arrêter. Et si par contre, c'est quelque chose qui est déplacé et qui est trop exagéré, eh ben, l'arbitre doit sanctionner le coach. Mais vous avez un devoir pour informer les officiels sur le terrain. Merci. Avec plaisir. Iman.
Iman, active ton micro, s'il te plaît. Voilà, très bien. Voilà, désolé, j'avais un problème de micro, donc rebonsoir Johan. Merci pour la brillante, oui, merci pour la brillante présentation. Vraiment un thème très important pour les arbitres. Voilà, bon, je ne me suis pas présenté. Iman Tehmi, arbitre FIBA. Ma question est la suivante. Donc, durant le match, on se sent sous pression et du coup, on ne se sent pas capable de continuer à arbitrer ou, on va dire, à l'instant, on commet pas mal d'erreurs. Et est-ce que pendant le prochain temps mort avec le collègue, demander de l'aide auprès de, généralement on est à trois, donc aux deux collègues, et c'est-à-dire pour l'aider pendant le match, pour couvrir la zone où on arbitre. Donc, est-ce que c'est possible le temps de remettre au jeu? Voilà. Je pense que déjà, il y a un travail sur toi à faire à ce moment-là. Et d'arrêter de penser aux erreurs et d'arrêter de penser à ce qui s'est passé avant. Et surtout de rejuger et de se reconcentrer sur ce que tu as besoin de faire sur le moment. Après, si tu ne te sens pas très bien depuis quelques temps dans le match, oui, c'est important de partager avec les collègues et de dire, bah, écoutez, soyez un petit peu peut-être plus vigilants parce que je ne suis pas dans une bonne soirée ou je ne suis pas dans un bon match. C'est juste de l'honnêteté. Et après, c'est à toi de faire en sorte le maximum possible que tu peux faire pour essayer de redevenir performant, de reprendre les bonnes décisions à nouveau. Donc, c'est important d'informer les deux collègues de cette situation parce que ça arrive pour une raison ou une autre, on est out dans ce match et on doit le finir quand même. Bien sûr, exactement. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Très bien, donc je me dis si vous est passé en Marseille. À vous la parole en Marseille. Activez votre micro, Omar. Oui, je dis où est passé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Omar. C'est Omar, c'est arbitre mauritanien. Enchanté. Et c'est toujours un plaisir de vous voir, Yann Rosso. Je suis chaque fois à vos matchs et j'apprends beaucoup de choses. Merci. Ma question est la suivante. Comment gérer une situation où votre collègue siffle une faute et que le coach ou le joueur vient vers vous pour vous dire qu'il n'y a rien? Et comment expliquer pour dire que ce n'est pas vous qui avez sifflé la faute, c'est votre collègue. Donc, comment gérer cette situation? C'est ça ma question. Merci. Déjà, à chaque fois, Omar, moi, j'essaie d'être très honnête avec les gens. C'est-à-dire que si je sais que c'est une bonne décision, je vais expliquer pourquoi il a sifflé mon collègue. Si par contre, je sais que c'est une mauvaise décision, je vais dire tout de suite au coach. Je vais dire, je comprends votre réaction parce que je n'ai pas le même avis que mon collègue. Ou j'essaie comment dire, de dire que le collègue, il a peut-être vu quelque chose de l'endroit où il est placé que nous, on ne pouvait pas voir. Tu vois, je ne mens pas au coach, je ne lui dis pas qu'il a tort, je ne lui dis pas qu'il a raison, mais je laisse la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui a vu quelque chose ou qui a perçu la situation d'une façon différente parce qu'il était placé à un autre endroit. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des fois, moi, j'étais persuadé qu'il y avait faute parce qu'avec un angle de vue, tu as l'impression que le joueur tape le bras du tireur. Et en fait, quand tu revois la vidéo, eh ben, le joueur fait le geste, mais son geste ne touche pas le bras du tireur, par exemple. Et pourtant, sur le moment, j'étais persuadé. Mais suivant l'angle, la position, on va dire, que tu as sur le terrain et l'angle de vue sur la situation, ça change ta perception et ça change ta réalité. Donc, pour gérer, on va dire, le coach qui réagit, je te dis, si c'est une bonne décision et que je sais pourquoi le collègue a sifflé, je vais lui expliquer, je vais lui donner les critères. Et si jamais c'est une décision qui ne me paraît pas juste, je vais essayer de le calmer
sans pour autant lui dire qu'il a tort. Voilà, Omar. Ok, merci. Merci, Omar. Donc, Mahmoudi Hamid. تفضل خويا حميد. Active le micro, Hamid. Merci, monsieur Yad, pour la qualité de votre intervention. Merci, Kamal aussi, pour le choix du thème. Moi, je me disais, est-ce qu'on peut entamer le sujet avec mes deux autres collègues arbitres lors de la réunion d'avant-match? Est-ce qu'on peut en discuter et débriefer et trouver des solutions pour le stress du match ou ce stress du match? Est-ce qu'on peut en discuter? Bien sûr qu'on peut en discuter parce que déjà en lors discuter, de la réunion d'avant-match. Ça veut dire qu'on est capable de reconnaître qu'on est un petit peu stressé. Et ça veut dire qu'on est, on a la capacité de voir. Et du coup, on se doit aussi d'être honnête avec les collègues. Et c'est la possibilité de réfléchir et de partager cette situation-là. Et après, c'est à nous de travailler de façon individuelle, notamment avec les techniques de respiration et de visualisation, c'est-à-dire s'imaginer dans sa tête ce qui peut se passer et comment je vais faire pour gérer. Parce que généralement, quand on est stressé, ça veut dire qu'on a peut-être peur de certaines choses. Et ce que je conseille de faire, c'est de réfléchir, d'imaginer cette chose-là et de se dire qu'est-ce que je ferais? Et en imaginant dans sa tête, on va trouver une réponse et peut-être qu'on va se sentir un petit peu plus rassuré, je dirais. Et c'est important, si après on réfléchit et la nervosité vient de l'enjeu de la rencontre ou de l'observation, c'est important de se dire qu'il faut contrôler ce qu'on peut contrôler et laisser le reste au destin. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas contrôler, ça arrivera. Et la seule chose que nous, on peut contrôler, c'est la façon dont on va être concentré, c'est la façon dont on va décider les actions et c'est la performance sur le terrain. Donc, en fait, il ne faut pas penser à ce qui va se passer après ou ce qui peut se passer de mal, mais il faut penser à ce qu'on a à faire, quelles sont nos obligations. Et les bases vraiment. Tout à l'heure, Kamal, il parlait de IoT, donc comment dire, être à l'arrêt pour décider, se déplacer pour ouvrir un angle de vue sur l'action, arbitrer la défense. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit être concentré et qui nous permettront d'arbitrer correctement et de performer sur le terrain. Parce que, Yoann, je considère qu'il serait peut-être malhonnête de ma part si je ne le disais pas à mes collègues que je suis sous pression, que je ne suis pas bien dans mon intérieur. Je vais vers le match et ensuite, je fais 1001 erreurs et ça va se répercuter sur le match. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis, donc, je considère qu'il serait... C'est intéressant, effectivement, le fait d'en parler, je pense que, comme tu le disais, donc ça va m'aider à décompresser. Et peut-être que les autres aussi vont t'aider à te rassurer. Tu vois? Ils peuvent aussi te rassurer, te dire attention, si tu rates quelque chose, moi je serai là pour t'aider, ou j'ai de l'expérience, je peux t'aider, etc. J'ai déjà fait, j'ai fait comme ça, etc. Et possible aussi qu'il y ait un des collègues qui est aussi sous pression, donc vous lui donnez la chance, ou bien le temps de peut-être s'exprimer lui aussi. Donc il faut bien en parler. Il y a aussi Vittorio, à vous. Merci Vittorio. Merci beaucoup. Donc j'ai une question pour Yoann, et c'est la dernière parce que j'ai trop parlé. C'est sur une situation que j'ai eue avant que tout se ferme, tout s'arrête. Donc, c'était un match important. C'était du U17 national ici en Suisse. Et c'était la fin de match. Un match aussi important et serré, point à point. Il y a une action, je suis arbitre de queue. Je surveille bien évidemment les 24 secondes. Et quand il reste 2 ou 3 secondes, je ne me souviens pas très bien, la machine s'arrête. Alors, s'arrête pour un problème de matériel, je suppose tout simplement. L'action continue, il n'y a pas de tir. Moi, en tant qu'arbitre de queue, je siffle les 24 secondes, après 2 ou 3 secondes. Et ici, vous pouvez l'imaginer, il y a eu vraiment l'enfer qui s'est passé.
J'ai essayé d'expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu un problème de machine. Bien évidemment, le coach de l'équipe qui attaquait, on était vers la fin, très en colère. J'ai dû lui mettre une faute technique, même si j'ai essayé, voilà, tout calmement, en gérant toute la pression, d'expliquer ce qui s'était passé, etc. Ma question, c'est, vu l'importance du match, vu voilà, la fin, serré point à point, est-ce que j'aurais pu éviter cette faute technique autrement? Voilà. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plus? Même si voilà, c'est une faute de la machine, de l'appareil qui s'est arrêté. Il y a deux choses. Il y a déjà dans ta communication avec le coach, si tu es capable de lui dire le temps qu'il y avait au chronomètre de jeu lorsque l'équipe a pris la possession. C'est-à-dire, par exemple, lui dire, voilà, vous avez pris la possession à 33 secondes. Il reste 9 secondes. Ça veut dire qu'il y a violation des 24, coach. Ouais, voilà. Il a commencé voilà, à insulter tout le... Voilà. Mais... Après, comme je le disais tout à l'heure, une erreur de la table ou de l'arbitre ne permet pas tout et n'importe quoi comme comportement. S'il commence à insulter des gens, c'est sanctionnable et c'est hors cadre, c'est démesuré. S'il insulte des gens, tant pis pour lui, c'est pas une émotion respectable. C'est pas une émotion qu'on peut comprendre. Là, c'est vraiment irrespectueux. Et si c'est irrespectueux, c'est une sanction. Est-ce que tu penses que j'aurais dû retenir mon coup de sifflet des 24? Si tu l'as vu plus tôt, ce qui aurait été bien, c'est d'arrêter le jeu et de dire attention, la machine s'est bloquée. Il reste maintenant 2 secondes. Tu donnes la remise en jeu à l'attaque et tu avertis tout le monde et tu dis attention, coach, il reste 2 secondes. Okay. Tu vois? Ou peut-être tu arrêtes le jeu et tu dis voilà, coach, la machine s'est arrêtée, enfin le chronomètre de jeu s'est arrêté. Il vous reste 2 secondes pour jouer votre attaque ou 1 seconde. Parce que moi, je regardais justement et j'attendais qu'ils allaient tirer, forcément, parce qu'ils allaient tirer. Mais après un moment, je dis, mais pourquoi ils ne tirent pas? Ça ne sonne pas. Et je vois qu'elle est arrêtée. Il y a 1 seconde de plus qui a échoué. Et du coup, j'ai pris. Je me suis senti de prendre. Bien sûr. La meilleure justification, c'est si tu es capable de dire combien de temps il y avait au chronomètre de jeu lorsque l'équipe a pris le contrôle du ballon. Et ça, si tu donnes cet élément-là, le coach, il est obligé, entre guillemets, de te croire. Parce que même lui, il n'aura pas fait attention. Et ça, c'est un élément fort qu'il ne peut pas contredire. Et après, si toi, tu as la possibilité de détecter cette erreur de temps rapidement pour ne pas aller jusqu'à la violation, c'est mieux. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité parce que tu pensais que le joueur allait tirer et que tu ne voulais pas arrêter tout de suite, tu voulais le laisser tirer, c'est ça. Et à ce moment-là, il faut aussi penser qu'il y a une équipe qui défend. Et si tu ne siffles pas la violation des 24, tu mets l'autre équipe aussi en désavantage. Ouais, d'accord. Tu vois? Donc, moi, je pense que tu as essayé de gérer du plus juste possible la situation. Tu leur as laissé une chance de marquer. Et après, le mieux, c'est éventuellement d'arrêter le jeu. Tu dis, voilà, attention, le chronomètre s'est bloqué. Il vous reste 1 seconde pour attaquer. Et du coup, les gens ne sont pas frustrés. Ils ont quand même une possibilité, même si elle est très petite, de tenter un tir. D'accord, merci. C'est drôle parce que une même situation était arrivée à Nicolas Mestre avec Pascal Donadieu et il avait réussi à la gérer parce qu'après, je vais regarder les vidéos, mais ouais, merci en tout cas. Avec plaisir. Merci pour votre question. Merci pour ta question. Merci. Omar Sey. Omar, voilà une deuxième question. Omar, active votre micro s'il vous plaît. Très bien. Oui, allô? Oui, Omar. Ma question, c'était sur la communication avec le coach. Au début, j'entendais qu'il faut éviter le eye contact. Et après, j'ai vu d'autres dire que le fait d'éviter le eye contact montre que vous êtes faible, que vous n'avez pas confiance en vous. J'aimerais savoir votre position sur ça. Est-ce qu'il faut parler avec le eye contact ou éviter le eye contact? Merci. C'est une question de doser comment tu vas regarder la personne
est-ce que tu vas la regarder longtemps? Est-ce que tu vas la regarder avec insistance? Est-ce que tu vas la provoquer des yeux ou pas? Et en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire que, et en fonction de ton intention. C'est-à-dire que tu peux, il ne faut pas fuir. Si tu dois regarder le coach, tu regardes le coach. Mais il faut que ça soit un regard professionnel. Il ne faut pas que ça soit un regard où tu vas, entre guillemets, le défier. Il ne faut pas que ça soit un regard où tu attends, entre guillemets, la moindre réaction pour lui mettre une faute technique. Ou un regard pour le provoquer. Non, c'est juste que tu regardes le coach parce que tu le contrôles, parce que tu regardes ce qu'il fait. Et parce que c'est ton obligation. Et voilà. Et c'est tout. Ok. Donc, merci à vous tous pour vos questions. Donc, j'ai 2 questions personnelles pour vous, M. Anne, si vous me permettez. La première question, quel est le match qui t'a mis sous pression le plus dans votre carrière? Et lors de la finale de la Coupe du Monde, comment vous avez géré la pression, les 3 arbitres? Parce que c'est une finale planétaire où tout le monde est braqué sur vous. Donc, comment vous avez géré la pression de cette rencontre? Et merci. Déjà, pour ta première question, le premier match où, on va dire, j'ai eu le plus de pression, c'était la première fois où j'ai arbitré une finale de championnat de Jeep Elite et j'étais premier arbitre. Et ce match-là, j'étais un petit peu trop nerveux, j'avais bu trop de café avant et j'étais un petit peu trop rapide dans mes prises de décision et j'ai pas fait un bon match. Là, tu vois, j'aurais dû prendre plus le temps de jouer sur la respiration, de me concentrer sur moi-même, etc. et de ne pas réfléchir aux enjeux. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. Et pour la finale de la Coupe du Monde, en fait, chaque arbitre, les 3 arbitres, déjà, il y a plein de choses qui ont fait qu'on était à l'aise pour approcher ce match. C'est que déjà, à la fin du tournoi, ça fait presque 1 mois qu'on est sur la compétition. Parce qu'il y a 3 semaines de compétition, mais on a aussi 1 semaine avant le début de la compétition où on est en stage avec les collègues et où on travaille. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de répétitions de matchs. On a déjà arbitré ces équipes-là. Donc, on sait ce qui va se passer un petit peu sur le terrain, quelle forme de jeu ils vont présenter. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose qui fait peur. Ce qu'il faut derrière, c'est juste éviter de penser aux conséquences. On est obligé, entre guillemets, de faire un bon match parce que c'est pas le tout d'être nommé sur une finale. Mais une finale, il faut l'arbitrer correctement. Et pour l'arbitrer correctement, en fait, il faut faire comme si c'était un match normal. Et imaginer dans sa tête que c'est un match normal et que c'est simplement faire un entre-deux, se concentrer sur chaque situation comme un match normal, fait qu'on arbitre correctement et fait qu'on réussit à arbitrer correctement une finale, qui est notre objectif. Donc c'est vraiment, on a abordé vraiment la finale comme un match normal, dans la préparation, dans la façon de faire, dans la façon de se déplacer, la façon de décider. On a gardé ce qu'on faisait tout au long de la compétition et ce qu'on faisait lors des autres matchs. Merci, Johan. Merci pour votre sincérité. Dans ce cas, merci à vous tous. Donc, Johan, merci encore pour avoir répondu à notre appel. Et j'espère qu'on va vous retrouver encore une fois, Inch'Allah, pour notre conférence webinaire. Donc, merci à vous tous, pour tous les gens qui ont assisté avec nous. C'est un encouragement pour nous, surtout ceux d'outre-mer. Donc, merci beaucoup, même nos amis arbitres africains. Donc, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Johan, merci encore une fois. Et au plaisir. Ciao. Bien, bonjour.